tous. Il est 9h18, merci d'être avec nous pour ce livre, ce brûlot. Ça, on peut en parler. Isabelle Saporta, bonjour. Bienvenue. Vous êtes journaliste d'investigation, chroniqueuse. Vous étiez engagée auprès de Cédric Villani pour les municipales et après avec Gaspard Ganzer, et vous avez quitté la politique pour écrire Le rendez-vous de la France aux éditions Fayard. Oui, Est-ce que j'ai bien résumé? Écoutez, oui, j'ai écrit ce livre. En fait, j'ai l'impression de continuer au fond à faire de la politique avec Rendez-nous la France, parce que je pense qu'il y a urgence aujourd'hui pour que ce beau pays se débarrasse de sa technostructure qui décidément n'a se l'air... débarrasse. Alors ça, c'est un grand mot quand même, non? Parce qu'on devrait être fiers de fabriquer des gens qui peuvent ensuite tenir la route, quoi, non? La baraque, non, mais la haute administration, dans l'absolu, non? Vous croyez pas? Parce que vous avez l'impression qu'ils tiennent la baraque, vous? Non, mais quand on lit fiers. votre livre, c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ne tiennent pas la baraque. Alors, juste pour résumer, ce sont toutes les aberrations que vous avez croisées pendant vos campagnes sur le terrain, que vous avez notées dans un cahier et que vous avez retranscrit là. Oui. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, au fond, il y a tout ce que j'avais noté avant le Covid. Et déjà, là, c'était incroyable. J'avais des fonctionnaires de terrain, j'avais des petits patrons qui me disaient, bon, alors là, j'ai inventé une péniche extra, elle est au gaz et à l'électricité, j'ai voulu avoir un financement. On m'a dit, bah non, parce que le gaz, ça n'existe pas, donc tu n'auras pas de financement, c'est une innovation trop innovante. Donc ça, c'était déjà absurde, mais c'était avant le Covid. Donc avant le Covid, on se rendait compte que les gens couraient le plus vite possible pour essayer d'éviter les cases de l'administration et pour s'en sortir. Mais bon, malgré tout, on était avant le Covid. Et pendant le Covid, alors là, c'est là qu'on s'est rendu compte que ça s'écroulait complètement. Et ces mêmes fonctionnaires, je les ai eus quotidiennement au téléphone. Et là, juste, ils n'en pouvaient plus. C'est-à-dire qu'ils se retrouvaient, par exemple, le fonctionnaire d'une grande région qui me disait, bah, écoute, voilà, ça fait 3 semaines, pendant 3 semaines, j'aurais demandé comment je me débrouille pour confiner ma région. Personne au bout du fil. Personne, il me disait, nous enchaînons les RIM. Alors RIM, j'ai appris à l'occasion de ce livre, réunion interministérielle, nous enchaînons les RIM, nous ne pouvons pas te répondre. Et 3 semaines après le confinement, donc il s'est débrouillé tout seul, on lui a donné une magnifique brochure sur comment confiner sa région. Donc si vous voulez, le problème, il est là. C'est qu'au fond, au moment où on a besoin d'eux, il n'y a personne. Et après, par contre, bon, bah, ils sont là pour faire des petits quadricolores qui ne servent à rien parce que c'est trop tard. Oui, mais Isabelle Saporta, j'étais un peu provoque en disant, bah oui, on devrait être fiers de produire, entre guillemets, la France, nos écoles, des gens de l'élite qui vont pouvoir nous diriger. Et pourquoi ensuite, quand ils sont en poste, ça ne marche pas? Mais parce que selon vous, alors. Parce que moi, je pense qu'ils sont hors sol. Je pense qu'on fait des têtes très bien faites, mais qui ne vont jamais sur le terrain. C'est ça le problème, on se rend bien compte. Et quand ils ont affaire au terrain, au lieu d'écouter le terrain, qui a les solutions, ils disent non, mais il faut que vous rentriez dans les cases. Mais là, ça marche jamais comme ça. Regardez pendant la première période du Covid avec les masques. Les régions disaient, écoutez, nous, on a des filières, parce qu'on a des PME qui travaillent avec la Chine depuis toujours, on sait où acheter, on sait où c'est pas encore fermé. Alors là, la grande administration s'est pincé le nez, leur a dit, mais vous pensez, l'État, dans sa grande splendeur, saura où acheter. Total, on a acheté n'importe où, notamment à Wuhan, alors que c'était complètement fermé, pendant que les régions, elles, se débrouillaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la préfecture, les préfets essayaient de réquisitionner les masques qui étaient achetés par la région. Donc ça n'a aucun sens. Laissez faire ceux qui savent faire. Occupez-vous d'autres choses. Je pense que l'État peut s'occuper de bien des choses qui sont très importantes. Le régalien, la police, la justice, l'hôpital déjà, on voit c'est bien faire. Alors là, c'est contestable aussi en même moment. On vous dira sur la justice, sur la police qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ah non, mais moi ça j'en suis. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'à force de s'occuper de tout, il ne s'occupe de rien. Vraiment. Moi, ce livre-là, je vais vous dire, c'est un livre de défense de notre service public. Parce que les policiers que j'ai rencontrés, les hospitaliers que j'ai rencontrés, les professeurs... vous les soutenez dans le livre. Mais grave, parce que eux, c'est les sentinelles du terrain. Ils doivent trouver des solutions sans un rond, parce que c'est ça le vrai truc, en étant mal payés, en ayant des... regardez les policiers, ils n'ont même pas de quoi s'acheter. C'est eux qui s'achètent leurs propres menottes. Ça n'a aucun sens. Vous dites dans ce livre, ce qui revient assez souvent, c'est la France de la norme dans tous les sens. Ah oui. De l'administration, de la norme, quoi qu'il arrive. 400 000 normes. Enfin, c'est comme si on était un... Vous savez, la France, moi j'adore ce pays. La France, c'est un pays de cocagne. Il est magnifique, il est merveilleux. Et c'est comme s'il y avait une mauvaise fée qui s'était penchée sur notre berceau à un moment et qui s'est dit, bon, vous avez trop d'atouts là, on va quand même faire un truc pour vous casser les genoux. Ce sera de vous affubler d'une technostructure qui, chaque jour qui passe, va créer une nouvelle norme. Et d'ailleurs, quand je dis une norme par jour, je pense que je suis un petit peu optimiste. Je pense qu'on est plutôt à la
hauteur d'une vingtaine de normes par jour. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que ça nous entrave en permanence. Et qu'au lieu d'écouter le terrain et de se dire « Ah, mais c'est extraordinaire, on a des fonctionnaires sur le terrain qui dépotent, on a des PME qui dépotent, on a des artisans qui dépotent, on va les écouter, etc. » On dit « Non, écoutez, en fait, la technostructure, c'est mieux que vous. Et du haut de Paris, nous allons abattre la norme sur vous et sur toute la province. » Oui, et vous qui côtoyez la politique, vous estimez que c'est plus la haute administration, cette technostructure, ou ce sont les politiques qui n'arrivent pas aussi à mettre tout cela en route et qui eux-mêmes aussi sont un peu paralysés dès lors qu'on approche du pouvoir? C'est un combo des deux, c'est-à-dire qu'on a une technostructure toute puissante et qui n'est responsable de rien. Là, on s'en est bien rendu compte. Oui, il y a un problème de chaîne de responsabilité, c'est très flou. Mais c'est délirant. C'est-à-dire que, par exemple, encore pendant cette histoire du Covid, quand tu as une administration qui réquisitionne les masques pendant que l'autre les brûle, parce qu'ils seraient prétendument périmés, et que ces deux administrations ne se parlent pas, et qu'il y a un moment quand même, il y a quelqu'un qui dit on va aller voir dans les hangars, et que là on se rend compte qu'il y a quand même 85 millions de masques à sauver. Tu te dis, mais pourquoi ils ne se sont pas parlé avant? Et qui est responsable? Et la personne. Alors là aussi, c'est quand même merveilleux avec cette technostructure, c'est que la seule chose qu'ils arrivent à faire, mais alors très très bien, c'est d'ouvrir leur parapluie. Mais en permanence. Et vous avez le sentiment que, justement, depuis quelques mois, on ouvre beaucoup le parapluie, que ce soit la haute administration comme les politiques, en mettant le masque obligatoire partout, y compris parfois dans la rue, même si on ne croise personne, et qu'on se protège comme on peut parce qu'on a été accusé, quoi. Moi, je trouve qu'ils ont une propension à refiler la patate chaude au terrain, comme d'habitude. Regardez, par exemple, ce qui se passe dans les facs. Dans les facs, on dit « Ah oui, c'est honteux, il va falloir faire du présentiel, mais en même temps maintenir la distance. » Sauf que les facs, on a l'air de le découvrir cette année, sont gavés de monde, n'ont aucun moyen. Et du coup, qui se débrouille sur le terrain, c'est les profs, c'est les patrons des facs qui font comme ils peuvent. Donc, si vous voulez, au fond, aujourd'hui, la norme est dictée d'en haut. Elle ne sert pas à protéger le citoyen. Elle sert juste à protéger, effectivement, les politiques, les technocrates qui se disent, moi, j'aurais dit quand même que la norme, elle devait être dure. Hein. Mais c'est ridicule. Ça rend les gens fous. Parce qu'effectivement, en plus, c'est pas applicable. Donc, Et sur la deuxième vague éventuelle qui pourrait arriver, on en parlait en fait tout à l'heure en disant que ce qui était assez incroyable, c'est que l'on avait l'impression qu'on avait tiré les leçons de ce qui s'est passé au printemps dernier, notamment pour l'organisation des tests, et que une nouvelle fois, on est un petit peu pris au dépourvu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas bien organisé. Quand vous dites un petit peu pris. Oui, non, mais moi je suis assez sympa. Je vous trouve hyper sympa. Je vous trouve hyper sympa. Parce que quand on voit les queues et les fils pour les tests, il y a un truc qui est juste une aberration totale. C'est-à-dire que depuis mars, on nous promet d'arriver à 1 million de tests par semaine. Là, on y est, on les a dépassés. Mais pourquoi faire? Si tu attends 6 heures pour faire un test dont tu as les résultats 8 jours après, c'est-à-dire quand ça ne sert à rien. Je veux dire, à part avoir gavé d'argent public les laboratoires privés, je ne vois pas à quoi ça sert. D'un point de vue médical, ça veut dire que l'administration, là aussi, elle a failli, c'est-à-dire qu'elle aurait pu essayer de mettre davantage de choses en place, comme les drives, qui étaient une bonne idée. Mais ça s'est pas mis suffisamment en route, en fonctionnement, branle-bas de combat, il n'y a pas eu de... Non, pas branle-bas de combat, moi j'aimerais bien. Enfin, ça, le branle-bas, il nous a dit pourtant qu'on était en guerre, Macron. Hein. Écoutez, le branle-bas de combat n'a jamais eu lieu. Quand on a eu besoin cruellement des tests en mars, on a empêché les vétérinaires de pouvoir tester en disant « Ah, mais la médecine vétérinaire, ce n'est pas la médecine humaine, c'est pas possible. » Donc il n'y a que la France qui se soit tiré une balle dans le pied à ce point-là. Aujourd'hui encore, on sous-emploie la médecine vétérinaire qui ne demande que ça, c'est de nous aider. Et il y aurait effectivement des possibilités de tester en masse, on ne les utilise pas. Il y a la possibilité de tester, alors c'est un peu compliqué, pardonnez-moi, par lot, c'est-à-dire de dire au fond, on va faire 50 lots de vin, et si jamais dans ce lot de vin, il y a un positif, on refait que les vins, mais au moins on n'en a pas fait pour rien, et on le fait pas non plus. Donc on a attendu des mois le test salivaire alors qu'il était autorisé aux États-Unis. On voit bien qu'on va s'en servir encore que de façon parcimonieuse en France. Donc non, si vous voulez, on attend toujours que la norme nous dise oui, vous pouvez faire comme ci, vous pouvez faire comme ça. Et après, sur le terrain, c'est une désorganisation totale. Donc c'est vrai que ça n'a pas de sens. Mais en plus, ça va nous coûter beaucoup d'argent là. Donc ça ne sert à rien d'un point de vue sanitaire. Et ça va coûter, pour reprendre les expressions chères à Macron, ça va coûter un pognon de dingue. Et je reste sur les tests avec, on relance l'économie, mais on veut pas tester en entreprise. Ça aussi, c'est une aberration. Ça, écoutez, c'était Muriel Pénicaud qui avait dit qu'il en était hors de question. C'est marrant parce que je comprends pas pourquoi ça. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils disent mais c'est parce qu'on veut pas stigmatiser sur le lieu de travail, etc. Mais
on sait que au fond, les patrons n'auront pas accès à ces résultats. Donc, si vous voulez, le truc de rassurer quand tu rentres au boulot et d'avoir une solution qui s'adapte, moi, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi on empêche en permanence les solutions de terrain. Yves de Cadrel voulait vous poser une question. Il est avec nous, hein, Yves. Oui, j'aime beaucoup ce que vous dites sur les normes. Ça fait écho au rapport que Alain Lambert avait rendu il y a quelques années, que vous avez sûrement lu, sur les normes, et qui montrait que ça privait l'économie française de 80 milliards de richesses par an. Malgré tout, vous êtes quand même assez sympathisante écologiste. Beaucoup de ces normes sont de plus en plus liées à la protection de l'environnement. Vous savez qu'il faut 7 à 8 ans pour construire une usine en France, quand il en faut 2 pour en construire en Allemagne. Il faut 12 ans pour construire un immeuble en France, quand il en faut 2 pour construire le même immeuble en France. Et je ne vous rappellerai pas l'épisode de l'autoroute A28 qui a été bloquée par des hannetons. Donc, comment vous conciliez ces deux soucis? Alors, Isabelle Saporta, vous allez nous répondre directement juste après une courte pause. Donc, on attend votre réponse sur. Oui, non, mais c'est vrai. Sur cette question un peu à rallonge, mais avec de multiples exemples d'Yves de Cadrel. Isabelle Saporta, Rendez-vous la 9 France. C'est aux éditions Fayard. Et vous allez voir, il y a plein de choses. Comme par exemple, la chemise que j'ai. Vous savez qu'avant de la prendre, elle a déjà fait des milliers de kilomètres, probablement. Enfin, j'ai pas regardé d'où elle venait. C'est une aberration du système, et vous revenez d'ailleurs sur une fameuse souveraineté économique qui est revenue à l'occasion du débat, bien sûr, autour du Covid-19. Restez avec nous, ça va envoyer du bois tout de suite. Modalité en agence participante et sur groupama.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Isabelle Saporta est avec nous pour ce livre, Le Rendez-nous la France, aux éditions Fayard. Alors, c'est un état des lieux de notre pays aujourd'hui. Et on avait posé une question. Yves de Cadrel avait posé une question. Yves de Cadrel avait dit, vous êtes proche évidemment des écolos, des Verts, c'est votre fibre naturelle, en disant, et vous dénoncez vous-même les normes, l'excès de normes. Et Yves disait, sans doute à juste titre, il y a quand même beaucoup de normes qui viennent aussi de la protection de l'environnement, et on met beaucoup plus de temps à faire des choses où on ne peut pas faire des choses ici en France à cause de ces normes. Alors moi, qu'est-ce que vous répondez? Très intéressant justement qu'il ait pris ce comparatif, Yves de Cadrel, avec l'Allemagne. Ce qui prouve que le problème, c'est pas les normes écolo, c'est la façon dont on en fait un pataquès en France. C'est tout. Pourquoi on n'est pas capable de faire les choses en 2 ans comme le fait l'Allemagne? Enfin, l'Allemagne est sortie du nucléaire. Alors on aime ou on n'aime pas, parce qu'effectivement il y a les centrales à charbon. Enfin, l'Allemagne a une politique écolo et travaille avec les écolos qui sont au pouvoir depuis des années dans les Länder. Donc, si vous voulez, je ne pense pas que le problème, ce soit la norme écolo. Je pense que le problème, c'est effectivement la façon dont on en fait un pataquès. C'est comme quand on dit la norme, c'est l'Europe. Mais moi, quand j'avais fait Foutez-nous la paix, j'avais étudié toutes les normes, notamment sur le lait cru, etc., en disant, mais j'ai regardé, l'Europe ne demandait rien. C'est la France qui surtranspose en permanence des normes. Donc je pense que notre technostructure, elle est merveilleuse pour inventer des normes. Je pense que c'est des gens très très intelligents qui s'ennuient un peu, donc qui font de la norme en permanence. Et par ailleurs, là où vous avez parfaitement raison, c'est que la tartufferie qui fait qu'aujourd'hui, on préfère faire des industries médicamenteuses en Chine, en Inde, plutôt qu'en Europe, parce qu'on se dit au fond, la pollution sera là-bas, ça ne peut pas continuer comme ça. Bien sûr qu'il faut réimplanter une industrie en Europe. C'est normal, c'est la ligne des choses. On doit recouvrer une souveraineté médicamenteuse ou une souveraineté alimentaire. Mais dans ces cas-là, il faut... Pas seulement, non, mais peut-être aussi pour la fabrication. Je parlais de l'exemple de ma chemise, du textile. Mais bien sûr, mais de toute façon, là aussi, l'Allemagne a beaucoup mieux réussi que nous. Elle a une part de l'industrie qui est beaucoup plus importante qu'en France. Ça aussi, c'est notre technostructure qui n'aime pas l'industrie. Les énarques, ça ne les intéresse pas, l'industrie. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on arrive à faire respecter des normes environnementales en France, en Europe, pour avoir une industrie qui se réimplante chez nous, et pour le coup, ne plus se laisser comme ça berner par la pollution sera en Chine et les emplois seront là-bas aussi. Ça n'a pas de sens. Quand on parle de relocalisation, de souveraineté, Isabelle Saporta, souvent on se dit c'est quelqu'un de droite, voire d'extrême droite. Non, mais vous êtes de gauche. Oui, vous avez basculé à droite. Je vais vous dire un truc. De fait, depuis que j'ai sorti ce livre, j'ai beaucoup d'amis de gauche qui me disent mais enfin c'est un livre de droite. Moi j'ai l'impression d'être effectivement écolo. Je pense qu'il faut du bon sens aujourd'hui.
qu'on s'est rendu compte pendant cette épidémie que de dépendre de la Chine pour tous les médicaments, pour tous les masques, jusque pour le Doliprane, ça n'avait aucun sens. Donc si, je veux dire, il y a un moment, le bon sens, je pense qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Je pense que juste, on a envie de porter haut les couleurs de notre pays. Et sur le produit local, il y a un exemple fameux que vous citez, hein, c'est cet éleveur de volaille bio qui voulait fournir les cantines de ses poulets juste à côté. Et on lui a dit, ah bah non, mais les normes, c'est trop compliqué, vous n'avez pas chez vous, vous n'êtes pas aux normes, grosso modo. Et donc, on a continué de distribuer du poulet venant du Brésil. C'est ça, c'est en fait que lui, il était en tuerie et pas en abattoir avec un agrément européen. Et en fait, du coup, on lui a dit, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas livrer la cantine d'en face. Et ça, c'est vrai que c'est dingue. Parce que, en fait, en France, on veut, au fond, dire que tout doit être conforme et tout doit avoir un numéro de lot. Mais quand vous choisissez un partenaire, quand vous choisissez un amoureux ou une amoureuse, vous voulez pas qu'il soit conforme, vous voulez que votre cœur batte la chamade. Et bien, c'est pareil pour le poulet, au fond. Arrêtez de nous emmerder, pardonnez-moi d'être grossière, avec des numéros de lot. Laissez-nous acheter du poulet bio qui vient d'en face, laissez-nous reconstruire des filières vertueuses localement. Et du coup, ça redonnera de la vie dans nos territoires. Parce que c'est ça, en fait, l'idée, quand même. Mais je comprends pas, Isabelle Saporta, pourquoi vous avez décidé de quitter la politique? Pourquoi, justement, si vous avez cet engagement écolo, vous n'êtes pas dit, bah voilà, je vais peut-être adoucir le message qui est envoyé en ce moment, que les maires écolos envoient en ce moment, qui sont vraiment traités comme des peut-être presque radicaux? Écoutez, je suis très contente d'avoir fait la campagne municipale et je pense que tout le monde devrait en faire une dans sa vie, parce que vous rencontrez tous les acteurs locaux. Et ça, c'est absolument génial. Maintenant, moi, j'ai vu aussi la difficulté des choses auxquelles on doit se confronter. Je n'ai pas dit que je renoncerais éternellement à la politique. Là, j'ai trouvé qu'on était au bout du bout. C'est-à-dire qu'on a fait voter les gens pendant le Covid, sachant qu'on allait faire le confinement alors que ça n'avait aucun sens. Et après, on a fait un second tour à un moment qui n'avait aucun sens non plus, en gardant les résultats du premier tour. Et j'ai trouvé que voilà, c'était un déni démocratique. Maintenant, peut-être que demain, je repartirai en politique, c'est possible. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les Verts... Justement, pour combattre tout ça, peut-être. Oui, non, mais vous avez raison. De toute façon, il faudra qu'on s'y mette tous d'une manière ou d'une autre. Je pense que soit chacun d'entre nous, à son échelle, citoyen, PME, artisan, tout ça, se retrousse les manches et dit ça suffit, en fait, on veut enfin être entendu, soit on va aller dans le mur. Regardez les dernières élections partielles, là. On est à 80-85% d'abstention. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être élu avec 10, 15, 20% des gens? Ça remet en cause la légitimité des maires. Ça ne veut plus rien dire. Voilà, c'est tout. Ouais. Vous pouvez réagir, 0826 300 300. Alors sur les élus verts, non mais il faut revenir un peu parce que non mais vous ne vous êtes pas fait que des amis, c'est vrai. Récemment, on rappelle que votre compagnon c'est Yannick Jadot, donc le patron quand même des Verts, et vous avez tapé sur les nouveaux élus verts là sur le Tour de France, le sapin, etc. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'il y a quoi, une forme d'hystérisation? Ils sont sans doute fidèles à leurs convictions, non? Écoutez, je trouve que l'écologie, c'est quelque chose de formidable. J'ai écrit ce livre parce que je pense qu'on a vraiment des défis qui nous attendent, qui sont incroyables pour que cette France, elle aille de mieux en mieux. Et justement, si vous voulez cliver la société, enquiquiner les Français sur des sujets qui n'ont aucun intérêt. Je veux dire, les enquiquiner avec leur sapin de Noël, les enquiquiner avec leur amour du Tour de France, leur parler de façon condescendante parce qu'ils aiment le Tour de France. Moi, j'ai jamais aimé le mépris de classe, j'ai jamais aimé le mépris social. Moi, j'aime la France. J'aime la France dans toutes ses traditions, dans sa ruralité, dans toute sa vivacité. Et je trouve qu'au fond, ils sont arrivés là, il y a quelques semaines, ils pourraient dire écoutez, c'est incroyable, on va faire toute une nouvelle politique de transport, c'est fini l'incinération des déchets, ça n'a aucun sens, on va retravailler sur des sujets de fond, vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, et ils travaillent sur des sujets de fond quand même, non? Mais écoutez, évidemment, on retient que des... C'est là-dessus qu'on les attend en fait. On retient, on leur demande pas d'aller faire une conférence de presse pour nous parler de l'arbre mort non plus. Je veux dire, ces personnes leur a mis un pistolet dans le dos pour leur demander de parler de ça. Donc il y a un moment, si vous voulez... Mais au fond, j'ai l'impression que c'est plus facile de faire de l'écume, vous voyez, que d'aller travailler sur le fond. Or, c'est là-dessus qu'on les attend, et là-dessus, on aura besoin de toute la population derrière eux. C'est-à-dire que c'est des sujets compliqués, ça va être compliqué de repenser tous les transports, ça va être compliqué la rénovation thermique. Est-ce qu'ils sont en train de casser le travail de ce qui avait été fait avec ce genre d'action ou de sortie? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, si vous voulez, à cliver la société sur des sujets qui n'ont aucun intérêt, enfin en tout cas sur lesquels on devrait être tous unis, parce qu'au fond, notre amour de la France, derrière le Tour de France, moi, il est passé à côté de chez moi hier, j'étais là, j'y étais avec mes gamines, j'étais comme une dingue, donc je veux dire, voilà, je ne vois pas l'intérêt. On va en parler dans un instant, si vous voulez rester avec nous, d'ailleurs avec nos deux consultants. Mais allez-y. Donc, si vous voulez, ça casse la dynamique qui est qu'au fond, pour faire tous ces grands... Vous savez, au fond, se débarrasser des incinérateurs pour nos déchets, ça ne va pas se faire comme ça.
c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de concertation, c'est beaucoup de défis. Donc si vous voulez, au fond, il ne faut pas cliver sur des choses qui n'ont pas d'importance, il faut au contraire faire union et communion sur ce qui nous unit pour pouvoir affronter ces défis qui nous attendent. Et être pédagogue. Exactement, être pédagogue plutôt que de faire la morale en se disant qu'on est dans le camp du bien et qu'on peut regarder les autres de haut. Je ne vois pas d'où et de quelle position incertaine on se permet de penser qu'on peut regarder les autres de haut. Comment on peut travailler avec la fameuse haute administration et les technocrates que vous dénoncez dans ce livre alors là, moi, ça c'est une vraie question que je pose effectivement à tous nos amis politiques, c'est que soit ils sont capables de s'imposer vis-à-vis de la technostructure en disant je ne me laisse plus dicter ma politique par cela. La technostructure infiltre aussi le milieu politique. Quoi. Oui, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Il y en a certains qui viennent Amélie de Montchalin, etc. Des gens qui ont ce profil, même s'ils sont passés par le privé. D'ailleurs, vous tapez un peu sur les nains. Alors c'est marrant parce que Montchalin, elle vient du privé et pour autant, elle mériterait d'être énarque. C'est-à-dire cette idée d'aller chercher des sous-préfets à la relance, donc de rajouter une couche au moment où tu fais ton plan de relance, alors qu'il faudrait écouter au simplifier. fond. Et voilà, et s'appuyer sur les régions, et s'appuyer sur les maires, enfin ça n'a aucun sens, ça franchement. Donc, si vous voulez, il y a aussi ça de la part des politiques. Certains s'abritent derrière la technostructure. C'est plus commode, c'est plus pratique, ça demande moins de courage politique. Donc, c'est ça aussi qu'il va falloir faire. Vous savez, quand on a vu ce secrétaire général au gouvernement, Marc Guillaume, là, qui s'est fait évincer parce qu'il faisait un petit peu n'importe quoi, il était misogyne, et en plus, il faisait ses lois tout seul sur un coin de table. Il avait été nommé sous Hollande, il était encore là sous Macron. Ça, c'est pas possible, en fait. Je suis désolée, à partir du moment où ils ont un rôle politique à ce point-là, eh ben, il faut peut-être faire comme à l'américaine. Mais ils sont pas courageux? Ah ben, ils sont responsables de rien. Donc si vous voulez, le mec, on sait qu'il a quand même fait des choses qui sont pas terribles pendant des années. La punition, c'est d'être nommé préfet à l'Île-de-France. Pardon, mais imaginez demain, vous vous plantez à Sud Radio, vous pensez qu'on va vous promettre d'être préfet à l'Île-de-France? Ça m'étonnerait. Hein. Oui. Allez, Isabelle Saporta, on va continuer. Rendez-vous La France aux éditions Fayard avec nous jusqu'à 10h. Vous allez rester non, il faut que je file. Ouais, vous allez filer. Mais juste un petit mot avec nos consultants dans un instant, Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Et puis après, vous allez filer. 9h43. 10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Isabelle Saporta toujours avec nous pour ce livre Rendez-nous La France aux éditions Fayard, et avec Pascal Chanteur et Vincent Barthaud, nos consultants Sud Radio, on va parler Tour de France. Oui, bonjour Pascal et Vincent. Juste avant qu'elle ne parte, Isabelle Saporta, elle vous a défendu, elle a défendu un petit peu le vélo, Isabelle Saporta. Oui, j'ai défendu le vélo et le Tour de France. Je trouve que c'est contre vos amis écologistes. Oui, mais j'ai été très émue par le discours de Prudhomme qui a dit on passe dans des territoires où au fond on permet à chacun des villages abandonnés de relever la tête, et j'ai trouvé que c'était un très beau discours politique. Et voilà, je vous salue, je suis très fière du Tour de France et je salue les auditeurs de Sud Radio et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Pascal Chanteur.